Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo des chroniques d'une expérience de mort imminente. D'ores et déjà, et comme d'habitude, je salue toutes les personnes qui m'ont envoyé des réponses, des mails, qui suivent aussi le programme Epsilon 5. Je voudrais vous parler dans cette petite vidéo ici de la fausse mémoire. En effet, nous possédons deux hémisphères, gauche-droite. Elles ont chacune une fonction bien déterminée. Celle, par exemple, du côté gauche, elle compose, elle dissecte les problèmes, elle analyse. Tandis que la partie, je dirais, droite, elle travaille l'imagination, elle innove, elle trouve différents objectifs analytiques. Lors d'une expérience de mort imminente, les deux hémisphères sont très sollicités. Elles sont tellement sollicitées et mises parfois en harmonie que c'est là qu'on peut trouver ce fameux terme où on voit défiler sa vie devant soi. C'est une façon de parler. Il y a plusieurs discussions sur ce phénomène. Soit un délire, je vais dire, psychique, dû à des réactions, de multiples réactions dans le cerveau, le corps et tout. Il y a aussi une réaction par rapport à des témoignages que j'ai suivis tout le long de mes recherches. Je dirais que il y a des gens qui ont, dans un moment où le grand départ s'annonce, si je peux dire comme ça, il y a véritablement des images positives pour certains. C'est pour ça qu'on remarque parfois quand quelqu'un décède qu'il a le sourire. Il y a des pensées positives qui interagissent et je ferai une vidéo sur le type de méditation aussi qui permet d'entrevoir ce genre de position mentale, psychologique. Donc ces gens en fait remémorent instinctivement avec un réflexe aussi mémoriel, résidu mémoriel, des événements très positifs. On retrouve ce parallélisme chez des gens qui sont tout doucement dans la perte de la mémoire, qui sont confus et qui sont dans un espace-temps encore et toujours dans des souvenirs. Ils sont dans des souvenirs et parfois ils parlent à des gens qui eux sont encore cohérents et ils se rendent compte que il y a chez la personne, elle est partie dans le passé en général, bien sûr. C'est un peu une fausse mémoire. Donc nos hémisphères, en fait, sont perturbés au moment du départ. Il y a des réactions tout à fait compréhensibles où le cerveau, évidemment, n'est plus oxygéné, il faut le comprendre. Donc il y a tout un travail qui se fait, malheureusement, dans la réaction chimique du corps, et l'individu est perdu par, je dirais, si je peux prendre l'expression, une ouverture complète de tous les tiroirs mémoriels que nous avons, donc je parle des souvenirs. Et quand je prends le terme fausse mémoire, eh bien, on a trouvé, il y a quelques années, et ça avait été remarqué, surtout et encore malheureusement, dans les chocs les plus violents, et Dieu sait que dans les guerres, les chocs sont véritablement violents, et c'est de là que j'ai commencé mon travail il y a une vingtaine d'années. Dans la période où j'étais à l'armée, j'avais l'occasion de discuter souvent. Et il y a eu donc des études sur la fausse mémoire. Qu'est-ce que la fausse mémoire, si je peux m'exprimer comme ça? Ce sont des gens qui ont vécu des événements très difficiles, douloureux, qui ont marqué leur esprit. Et la mémoire a tout doucement mis en place une forme de faux souvenirs. Ces faux souvenirs, en fait, jouent un rôle de mémoire tampon pour que l'individu reste le plus possible stable. Vous avez déjà remarqué qu'il y a des gens parfois qui inventent des histoires, elles sont tellement bien structurées, ficelées, qu'ils y sont dans cette histoire. Donc ils sont les acteurs, ils sont aussi les spectateurs,
Et ils jouent donc dans ce rôle d'une fausse mémoire, et pour eux c'est une vérité, il y a une sincérité aussi dans ce qu'ils font. Moi j'ai rencontré plein de gens comme ça, et ces souvenirs en fait, donc on a trouvé ça surtout dans l'étude pendant la guerre du Vietnam, quand les soldats sont revenus sur les États-Unis. Évidemment il y a eu ce gros problème où ces soldats n'ont pas été véritablement reçus par le pays. On sait un peu l'historique, il y a des films là-dessus d'ailleurs je pense, où on voit que ces personnes sont délaissées, mais ils sont revenus surtout avec des séquelles psychologiques, des réactions de faux souvenirs, des réactions de fausses mémoires, comme on retrouve aussi dans certains hôpitaux que j'ai connus. Quand j'ai travaillé dans les urgences la nuit, il y a des gens qui revenaient d'accidents relativement très difficiles. Je ne peux que penser à cette anecdote en vous parlant maintenant, où je voyais 2 médecins. Ça c'est quelque chose qui m'a marqué. J'étais en attente dans le couloir, il y avait 2 médecins qui se parlaient. Et il y avait une personne qui était aux urgences brûlée au 3e degré. Et le premier médecin voulait sauver la personne, l'autre médecin disait c'est pas la peine. Ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Et voilà, donc je reviens un petit peu à mon sujet de cette vidéo. Il y a donc des souvenirs qui se mettent en place dans notre mémoire dans un cadre d'effet tampon pour éviter d'être projeté dans le réalisme de la situation gravissime, marquante. Donc au niveau de ce travail, on comprend quoi? C'est que dans un fait grave, dans un fait qui marque notre mémoire sur des objectifs que nous assimilons et qui sont très prenants émotionnellement, nous avons un réflexe, celui de soit améliorer ou de trouver du positif, du négatif, ou encore donc de créer cette fausse mémoire qui nous permet de revenir dans un stade plus ou moins, je dirais, vibratoire émotionnellement correct. Dans notre société, et sur le travail que j'ai fait avec l'équipe, et évidemment le travail que j'ai fait qui a suivi, je rappelle évidemment pour certains, parce que j'ai vu des réactions très très positives, et des gens qui croyaient que mon ego parlait sur mon expérience, le moi-je. Je dirais à ces gens-là que je m'en fous totalement. J'essaie d'exprimer des connaissances, des analyses, avec mes propres outils, mon propre vécu. Donc le reste ne m'intéresse pas. Je reviens à nos moutons, c'est le cas de le dire. Donc j'ai constaté que aussi dans la société, vous n'êtes pas obligé d'avoir un événement gravissime, perturbant. Vous pouvez tous, chacun et chacune, baigner dans une atmosphère familiale néfaste, une société néfaste, une société qui apporte des doutes, des contrariétés, des obligations. Et là, il y a une forte possibilité, évidemment, que notre cerveau, lui, réagisse aussi par des faux souvenirs, une fausse ambiance qui permet de trouver une forme de porte échappatoire. Donc je me suis basé à travers les réseaux sociaux, encore et toujours. C'est mon terrain de chasse, mon terrain de prédilection. Et je constate évidemment que beaucoup de gens, je ne dirais pas inventent des histoires, mais mettent en place un mécanisme historique, par exemple avec une plume, avec un dé, je ne sais pas, moi un exemple, mais l'amplifient et permettent quoi? De développer une histoire pour s'évaporer, j'allais dire le mot, s'évader, s'évaporer d'une ambiance trop vitale, trop directe, et cherchent à travers les réseaux sociaux de jouer soit sur une photo, soit sur un objet. C'est tout à leur honneur de pouvoir essayer de partager. Ils ne sont pas tous comme ça, évidemment. J'ai pu disséquer véritablement avant de faire cette vidéo. Vous en aurez d'autres, vous inquiétez pas. J'aime bien le mot vous inquiétez pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Mais il y a des gens qui ont besoin de... J'aime pas le mot inventer. Je dirais le mot extérioriser
cette forme de fusion des deux hémisphères, en l'occurrence l'hémisphère droite et gauche, qui sont perturbés. Nous ne sommes pas là dans une expérience de mort imminente, nous sommes juste là dans un moment où le cerveau est subjugué par l'environnement et un tas de choses que je vous ai déjà expliquées, la nutrition, l'oxygène, enfin tout ça va être un petit peu mis sur les réseaux, les médias. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi les neuromiroirs ne jouent pas un rôle. Pour anecdote, pour historique, c'est quoi les neuromiroirs? Je vous en ai parlé. Ce sont, on va dire comme ça, justement, des tiroirs émotionnels, des tiroirs de souvenirs, qui, eux, permettent de nous comparer à d'autres personnes, de retenir qu'un geste est favorable pour nous, vu qu'on l'a vu chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est une forme transitoire, émotionnelle et évolutive qui nous permet d'évoluer en fonction d'effets, on va dire, miroirs par rapport aux autres personnes. Je pense que la définition est la plus simpliste. Et là, dans ce cadre, il y a probablement quoi? Les neuromiroirs ne jouent pas un rôle direct. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est plutôt un effet de communication, où on voit une personne qui lance une histoire, parfois abracadabrant, mais qui le fait par clarté, honnêteté parfois, pour pouvoir s'évader à travers les réseaux sociaux. Et d'autres surenchaînent. Ils surenchérissent, et voire même se lancent dans le même style. Le problème, c'est que la réalité du fonctionnement, par exemple unisensoriel, extrasensoriel, se trouve en fait noyée. Donc on ne sait plus déterminer qui peut promouvoir un événement extrasensoriel, unisensoriel, de perception, d'hypersensibilité, et d'autres qui noient par plutôt une forme de désespoir, de solitude, d'ennui aussi, ou d'ego, bien sûr. Et là, nous sommes sur un chemin qui est balisé par des fausses informations. Ce sont en fait des fausses mémoires qui se placent. Et le gros problème dans les réseaux sociaux, justement, il y a cette tendance. Le problème, c'est que cette tendance peut s'amplifier et éviter surtout aux jeunes de maintenant d'avoir un réalisme sur la vie actuelle qui est de plus en plus difficile. Nous risquons en ce moment-là de faire un effet, si je peux prendre ce type d'exemple évidemment, il faut comprendre que si vous avez ce genre d'histoire et que vous tombez dans un phénomène extrasensoriel, de perception, mais réel, vous ne savez plus vous identifier, c'est ça le problème, vous identifier entre une histoire réelle, une fausse mémoire aussi. Les hémisphères, les neuromiroirs sont complètement noyés, un petit peu comme je vous expliquais au début de la vidéo, où différentes images viennent, vous ne savez plus analyser. Vos hémisphères commencent un peu à se poser les questions. Je prends cet exemple en fait. Et c'est un exemple sans critique, parce que c'est l'évolution. Vous avez un travail, par exemple, avec vous jouez avec un jeu virtuel, le casque virtuel et ainsi de suite. C'est très intéressant, c'est même quelque chose qui peut être utile dans une formation et ainsi de suite. Par exemple, vous voulez apprendre à maçonner un mur, eh bien vous vous mettez dans un système virtuel et vous maçonnez votre mur avant de le faire en réalité. Le problème, c'est que souvent, ces jeux sont plutôt dans un contexte guerrier, de combat. Et là, il y a une différence, en fait. La fausse mémoire, si je peux dire, c'est que vous marchez avec votre fusil virtuellement, vous tirez. Éventuellement, quand vous êtes mort, vous revenez à la vie. Bon, peut-être expérience mort imminente, mais vous êtes dans un contexte virtuel. Dans la réalité, il y a d'abord la fatigue, la nutrition, vos sens sont complètement anéantis, où vous devez avoir une observation, vous devriez avoir des yeux partout, pouvoir vous reposer. Donc, il y a ce manque de réalisme qui pourra peut-être être fait plus tard. Hein. Attention, il faut laisser les choses évoluer dans
dans le virtuel, mais les neuromiroirs, votre hémisphère droite et gauche, peuvent aussi, elles, être dupées par ce genre de jeu et ne plus trouver ce réalisme de déduction dans des événements qui vous arrivent proprement dit. Bref, je reviens donc sur cette fausse mémoire qui peuvent aussi donc se mettre en place dans un mécanisme. Ce mécanisme à long terme, eh bien, la personne part dans une forme, je pourrais prendre le mot délire, et n'est plus en connexion avec la société. Donc, elle se retrouve parfois, je dirais, isolée psychologiquement. Donc, elle n'arrive plus à déterminer le réel de l'imaginaire. Et là, il y a un danger. Sur l'ensemble de ce que j'ai pu voir au niveau des réseaux sociaux, voire même sur des sites, depuis de nombreuses années, c'était mon travail, je vous le rappelle, j'ai été sollicité pour ça. Et évidemment, je ferai un livre, comme je vous ai dit, pour un petit peu exprimer, et surtout, une vidéo vérité. Donc cette vidéo vérité va vous expliquer, moi, ce que j'ai rencontré, ce que j'ai fait, et ce que d'autres personnes ont eu comme réaction au moment où ils ont compris qu'ils ont été démasqués. Donc, ça c'est pour plus tard. Encore une question de fausse mémoire pour certaines personnes. Mais revenons plutôt au moment du grand départ. Donc, l'individu qui va partir peut-être dans une expérience de mort imminente, ou peut-être mourir, nous avons là, je dirais, un mélange d'imagination, de réalité, de souvenirs, de faux souvenirs qui se mélangent. C'est peut-être déjà ça qui est intéressant et qui met dans une phase primaire de pré-départ dans la mort. Ce qui se passe, c'est que l'individu à ce moment-là part dans une forme de délire presque d'un effet de morphine, je vais dire naturel, de sécrétion aussi bien sûr qui se passe, et ça l'aide aussi peut-être d'une certaine manière à passer de l'autre côté. Dans mon travail, je me suis quand même espacé, si je peux dire comme ça, sur le suicide. Donc, comme vous le savez, moi je me base sur des livres qui sont de l'ordre religieux, mais je les ai toujours pris moi personnellement, et ça n'engage que moi, pour des livres de survie, de préparation, une forme de science codifiée à travers le temps pour que plus tard, quand nous arrivons dans une forme de technologie intelligente, nous arrivions à décodifier l'ensemble de ces livres qui ont suivi un cheminement à travers le temps. Je me suis tourné donc vers le suicide. Pourquoi? Parce que dans les travaux que j'avais faits, dans les hôpitaux où j'ai travaillé, des gens que j'ai rencontrés, qui ont eu des expériences de mort imminente dues à un suicide, j'ai eu pas mal comment dirais-je, de témoignages. Et souvent, les gens me disaient, tu sais, Jean-Marie, au moment où j'ai fait mon suicide, où je suis passé à l'acte, quelques secondes, quelques millièmes de secondes, j'ai regretté mon acte. Alors là, on rentre dans une phase, évidemment, de réaction émotionnelle due au corps qui réagit. On passe aussi dans un moment de doute. On passe dans un moment où on réalise peut-être ce qu'on est en train de faire. Dans ces témoignages, j'ai mis de côté quelques petits témoignages qui m'ont intéressé. C'est que au moment où ces gens passent à l'acte, ils entendent leur nom et prénom. Je viendrai faire une vidéo là-dessus sur la fameuse liste. Ils me disaient, oui, en effet, j'ai perçu, un peu quand on dort, vous vous rappelez ça souvent, parfois, enfin, on s'endort et puis hop, on se réveille, on dit, j'ai entendu mon nom. Ou
Par exemple, au moment où on s'endort, il y a un réflexe évidemment au niveau du corps, le sursautement. On en reparlera. Moi j'ai eu l'occasion, donc comme je vous dis, en travaillant, je crois, plus ou moins 6 ans dans les urgences de nuit, où j'ai rencontré un tas de choses. Bien sûr, quand je parle de suicide, entendons-nous bien qu'il y a aussi le suicide par médicament. Et ça c'est différent. Vous partez dans une somnolence, il y a une camisole chimique que vous avez faite où le corps n'arrive plus à avoir ses réactions. Mais quand ce sont des suicides, par exemple de se jeter ou de s'ouvrir les veines, on va dire, si quelqu'un met la vidéo maintenant, il va dire, il parle de suicide, ce gars-là, qui sait, il est fou. Non mais l'analyse proprement dite de l'acte nous porte évidemment sur ce questionnement, pourquoi nous avons, après l'expérience, donc cette personne quand même émerge et revient à la vie, au travers des expériences de mort imminente, mais aussi de dire, voilà, moi j'ai retenu une chose, c'est qu'au moment où j'ai sauté, au moment où je me suis ouvert les veines, bon je m'en suis sorti, mais bon je suis un peu amoché, mais j'ai eu ces quelques millièmes de seconde d'hésiter ou de regretter. On retrouve ça, bien sûr, dans des livres où le suicide est interdit. Il y a une recherche, bien sûr. Il y a un point commun avec le développement de toute l'histoire de notre société qui nous parle encore et toujours maintenant, où on nous dit, voilà, le suicide est interdit, le suicide est malvenu au royaume de Dieu, ou enfin, toutes ces croyances qu'on peut avoir, pourquoi pas, mais il y a donc un effet relationnel entre une réaction émotionnelle cachée quelque part dans les hémisphères neuromiroirs et qui touche une certaine manière de penser sur les événements et sur la vie. Alors, quand j'ai écouté les gens qui me parlaient de ça, je me suis dit, si j'associais ces quelques secondes et le vissais au moment où la personne subit son expérience de mort imminente. Et là, c'est intéressant parce qu'on retrouve quand même, malgré que la personne a eu l'impact étant porté aux urgences, il y a ce fameux film, j'ai vu ma vie défiler devant moi, mais il y a aussi cette petite fraction temporelle de seconde qui interagit chez l'individu pendant qu'il subit son expérience de mort imminente et qui fait un effet de clé. Et quand cette clé tourne, cette forme, je peux dire, d'envie de revenir en arrière ou envie de, je parle là pour le suicider, l'envie de revenir en arrière, mais je pourrais dire plutôt l'envie le regret. Ce regret est une pulsion. Cette pulsion, je vous en ai parlé, j'appelle ça un effet sonar. Je suis intimement convaincu qu'elle est perçue par autre chose. Et cette forme d'émotion vient se visser avec une forme d'énergie qui est pratiquement la même. Et là, ce fameux contact se fait où ce contact analyse le film qui passe dans votre tête et permet justement de trouver des informations, de les reprendre et de pouvoir vous répondre. Je m'explique. Si je suis donc dans un moment de départ ou carrément dans la fraction temporelle où je suis mort, je produis donc cet effet mémoriel, cet effet de regret, on va dire comme ça, et j'ai mon film qui se met en place. Donc ce film peut être en fausse mémoire, avec de vraies informations,
Les vraies informations sont faites par mon éducation, ce que j'ai vu, ce que j'ai analysé. Donc ma propre crédibilité d'identification. Donc c'est-à-dire, je prends un exemple, hein, je vais essayer d'être le plus clair possible. J'ai élevé des chiens. Imaginons que j'ai élevé des chiens, j'aime bien les bergers allemands, j'aime bien les huskies, j'aime bien... dans ce moment-là, je repense à des choses positives, les chiens qui courent dans mon jardin, le dressage du chien, et tout ça, dans cette vie qui se met en place au moment où je meurs, eh bien, c'est une pulsion, et l'autre pulsion vient la chercher, elle reprend le chien, elle reprend l'environnement où j'étais. Elle va servir de ça pour communiquer, faire le contact avec moi, me dire voilà, je suis un chien, je suis un berger allemand, je suis avec quelqu'un qui me dresse et tu dois continuer à faire ce genre de dressage. Donc on réactive un effet mémoriel pulsatoire pour que l'individu repart dans une forme d'abord de souvenir, de réaction, de réalité et commence à décodifier ce fameux tunnel d'information et la personne est reboostée. Évidemment, derrière, il y a encore tout le travail, je vais dire, dans le bloc opératoire, donc tout ce qui est adrénaline, tout ce qui est, enfin, tout ça. Mais nous sommes là juste dans une pulsion qui, elle, survit. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, survit au moment où vous êtes mort. Ce qui veut dire que, au-delà du système des deux hémisphères, des neuromiroirs ou d'un ensemble qui est un peu perturbé, il émerge une dernière pulsion qui est, elle, associée avec vos souvenirs. Donc vous ne pouvez pas prendre un souvenir et le montrer. Hein? C'est une forme de vibration qui s'est incrustée et elle est toujours présente. Donc c'est une pensée, évidemment, un souvenir est une pensée. Et cette pensée est reprise par une force beaucoup plus imposante qui, elle, reprend vos souvenirs, ce qui vous émerge et permet de faire ce contact et de développement. Donc, je dirais la fausse mémoire, elle peut, je dirais, atténuer cet effet. Parce que vous n'êtes plus dans un réalisme. Là, il y a encore des questions à se poser. Si, imaginons, nous aurions, depuis notre naissance, une fausse mémoire, que cette fausse mémoire perturbe notre évolution, il faudrait faire en sorte que cette fausse mémoire soit effacée pour reprendre goût à la réalité ou le réveil. Il faudrait trouver, si je peux prendre le terme, des astuces. Ces astuces, je vais vous les décrire dans une prochaine vidéo qui vont faire justement l'ouverture sur le phénomène de réincarnation, mais aussi de messages mémoriels à travers les bases de l'ADN. Alors, il y a beaucoup de vidéos qui vont vous intéresser, je pense. Je viendrai vous expliquer ce que moi j'ai compris, ce que j'ai analysé, ce que j'ai vécu. Et je vais essayer de, pas vous mâcher le travail, mais de vous mener sur des chemins intéressants. Alors, vous restez, comme je vous dis, rationnel. Utilisez vos capacités, vous en avez. Tous. Essayez de prendre les acquis et d'associer ça peut-être avec les vidéos que je vous fais actuellement. Alors moi, j'attends rien de vous, je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas d'abonnement, je ne vous demande pas... Ça m'est complètement égal. J'essaye de vous ouvrir les yeux pour que plus tard, vous sachiez réagir dans les événements qui viennent. C'est tout. Alors, moi, je vous demande de faire des petits exercices, c'est-à-dire de travailler la réalité, c'est-à-dire quand vous voyez un événement, de ne pas l'extrapoler,
d'associer ça, de faire votre histoire sans partir dans l'effet d'imagination, rester toujours concret pour ne pas créer dans votre mémoire une fausse mémoire qui peut parfois être perturbée par des techniques qui font appel à la mémoire, qui imposent parfois un mot, qui vous font faire n'importe quoi et qui par la suite perturbent justement votre réalisme et concrétisation des hémisphères et qui vous remplacent par de faux souvenirs parce que tout événement réel ou faux que vous allez suivre marque votre cerveau, vos pensées, mais aussi votre ADN. Ça, c'est sûr et certain. Alors, moi, je vous souhaite voilà, un excellent week-end parce que nous sommes samedi. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elles vont vous intéresser. Voilà, mon objectif avec l'équipe, évidemment, c'est de vous apporter une vision un peu différente. Et pour moi, personnellement, c'est qu'on arrête de se moquer de vous. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Je crois aussi qu'on n'a plus le temps. On voit bien, hein, vous voyez surtout autour de vous. Je suis même certain, ceux qui sont hypersensibles, empathes, qui ont une perception beaucoup plus fine, sentent qu'il y a quelque chose qui se prépare, qu'il y a une boule qui se met en place. Alors, moi, je vais essayer sans grande prétention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais il est si... » C'est mon vécu, comme votre vécu. Moi, si je m'adresse à un maçon, à un mécanicien, ou ben moi j'ai des notions, mais je ne suis pas un professionnel. Moi, ce que j'essaye de vous émettre, c'est mon expérience depuis l'âge de 7 ans. Et j'en ai ce 16 novembre ici, 52. Donc depuis l'âge de 7 ans, je me suis intéressé comme un gamin au début, on est d'accord, jusqu'à 15-16 ans, voilà. Mais j'étais pas trop accro au paranormal. Et puis, vers 18 ans, bon, il y a eu des événements, et puis j'ai rencontré des gens, j'ai même fait des choses extraordinaires, mais toujours dans un but clair, honnête, et d'aider les gens. Ça, c'est sûr. Et ça plaît pas toujours à tout le monde, mais moi, je suis comme ça, je ne changerai pas. Je ne crois pas à 52 ans que je vais changer et d'essayer d'avoir de l'argent ou d'attirer du monde. Quand vous partez dans le grand départ, quand vous avez des expériences de mort imminente, est-ce que vous emmenez avec vous l'argent, la notoriété, l'ego? Non, 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 non. Vous restez vous-même. Et vous savez, à notre époque, c'est difficile de rester soi-même. Un grand merci de m'avoir écouté. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent. Voilà, j'ai des gens qui m'ont demandé aussi, je m'en excuse, j'ai lu ça ce matin en venant ici, s'ils pouvaient partager les vidéos, s'ils pouvaient les commenter, pourquoi pas. Je spécifie bien sûr que ces vidéos, les chroniques d'une expérience de mort imminente, n'ont pas vraiment un grand lien avec les anciennes conférences web de Human Theory que nous faisons et que nous allons refaire. Il y a des similitudes, mais ici, ces vidéos, les chroniques d'une expérience de mort imminente, pardon, c'est mon expérience que je passe à travers aussi l'équipe. Donc, voilà, c'est un peu comme dit la bande-annonce, voici mon histoire, c'est pour vous expliquer comment je suis arrivé à tout ça. Et moi, je le partage. Moi, j'ai hésité, puis il y a plein de gens qui me disent, t'as pas besoin de mystificateurs, de charlatans ou de gens qui veulent profiter de ce que tu sais, fais-le. Et pour être honnête avec vous, 2 fois j'ai refusé, j'ai dit non, il faut partager, il faut avoir telle et telle chose. Mais l'équipe elle-même m'a convaincu et d'autres personnes m'ont dit non, t'as pas besoin de faire de grandes choses. Sois toi-même. Et parfois on oublie d'être soi-même. Donc on a ses défauts. On se dit je vais essayer de faire mieux. Non, il faut rester soi-même avec une véritable mémoire et pas une fausse mémoire. Alors je viendrai souvent avec l'équipe vous proposer ce que j'ai vécu. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté.
Et amusez-vous bien avec les vidéos que je fais. Partagez, commentez, pourquoi pas. Mais restez vous-même. Ça, c'est important. Merci encore de m'avoir écouté.